Et bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de la Bande FM. Vous savez, la Bande FM, c'est votre émission, celle qui vous permet de donner vos témoignages, de poser vos questions. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler d'un sujet qui vous mobilise tous, si on en croit par le trafic sur le site du French Morning. Et c'est évidemment les vacances, avec une petite intro tout de suite. Est-ce que tu viens pour les je n'ai pas changé je vais vous épargner, je ne chanterai pas, c'est promis, ni maintenant, ni plus tard. Merci à C'est tous dommage. de nous rejoindre. Merci à l'équipe de French Morning qui est là. Il y a Alexis Buisson qui, lui, n'est pas en Hello. vacances, il est à New York. On le voit là. Il y a Grégory Durieux qui, lui, est toujours en vacances puisqu'il est à Miami. Et Nastasia qui est dans les fleurs, Nastasia Peteuil qui est dans les fleurs à Washington. Et puis, pour nous éclairer, pour nous aider, pour répondre à vos questions, réagir à vos témoignages, eh bien, nous avons trois invités de marque. Je vais faire le tour tout de suite. Élise Goujon, qui est de Destination Off-Road, qu'elle a créée. Élise, elle organise des visites guidées à New York, à Los Angeles, à Miami. Elle nous rejoint de Los Angeles. Et puis, il y a Nelly Jacques qui, elle, fait le métier de coach de voyage. Elle nous dira un peu plus tout à l'heure ce que ça représente, ce que ça veut dire. Nelly, elle a habité longtemps en Caroline du Nord. Et là, elle nous parle depuis Barcelone. J'allais dire la Vénarde en temps ordinaire. C'est peut-être pas le meilleur endroit où être ces dernières semaines et ces derniers mois. Et puis, avec Marine Havel, on parlera de sujets peut-être un peu différents. Marine, c'est la présidente de la fédération des Flammes, Fédération USA Flammes. Flammes, c'est ces programmes qui sont destinés aux enfants de langue maternelle française qui ne sont pas scolarisés en français pour les aider à maintenir le français. Français langue maternelle, c'est de cela que vient Flamme. Elle nous en dira un peu plus. Et évidemment, si elle est là, Marine, c'est pour parler de cet été, puisque les Flammes d'habitude font des camps d'été qui vont évidemment prendre une forme très particulière cette année, dans la mesure où la plupart des camps physiques sont fermés. Donc voilà, on va parler de tout ça, mais avant tout, et comme d'habitude, l'essentiel, c'est que vous puissiez parler, vous puissiez témoigner. Donc pour ceux qui nous suivent sur le Facebook Live, comme d'habitude, rejoignez-nous sur le Zoom pour pouvoir prendre la parole. Levez la main et puis dans ce cas-là, on vous écoutera, on écoutera vos idées. L'idée, c'est d'échanger, de savoir qu'est-ce que vous allez faire, est-ce que vous avez décidé ou pas de retourner en France. C'est évidemment beaucoup de gens qui se posent ces questions-là et puis pour sans doute la majorité qui s'est faite à l'idée de ne pas rentrer en France, eh bien, qu'est-ce qui va se passer pour les vacances et puis surtout aussi pour beaucoup pour les enfants, comment on s'occupe des enfants, comment on les occupe quand on ne peut pas compter ni sur les summer camps ni sur les grands-parents en France. On parlera de tout ça. La marche à suivre, donc, c'est si vous êtes sur le Facebook Live, vous cliquez sur le petit lien, sur le lien Zoom qui est au-dessus dans la fenêtre. Vous venez nous rejoindre ici et puis vous levez la main. Vous êtes déjà un certain nombre là. Vous levez la main et puis je vous donnerai la parole au fur et à mesure pour que vous puissiez partager vos expériences, partager vos interrogations. On va sans doute commencer avec des questions un peu pratiques qu'on a reçues ces derniers jours de votre part. C'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Est-ce qu'on a le droit de rentrer en France déjà, évidemment. Vous savez qu'il y a eu des nouveautés ces derniers jours. On a publié un papier avant-hier sur French Morning pour expliquer justement que la fameuse quarantaine que le gouvernement avait décidé de mettre en place avait fait voter par le Parlement pour toute personne qui rentrerait sur le territoire français venant notamment des États-Unis. Eh bien, cette quarantaine, finalement, elle ne sera que volontaire du fait d'une décision du Conseil constitutionnel. Donc, est-ce que ça a changé votre opinion, votre envie de rentrer ou pas? Dites-le nous. Levez la main encore une fois sur ce Zoom pour prendre la parole. Alexis, peut-être d'abord, je vais commencer avec toi. Si tu veux faire un peu le point, nous dire qu'est-ce qu'on a le droit de faire et est-ce que si je suis citoyen français, est-ce que je suis sûr de pouvoir rentrer en France? Oui, alors effectivement, dans le sens États-Unis-France, tous les citoyens français peuvent bien sûr entrer en France, de même que leur conjoint. Le conjoint, dans ce contexte, est entendu comme bien sûr l'époux, l'épouse, mais aussi les couples en concubinage et aussi les couples pacsés. Donc dès lors que vous pouvez
prouver votre lien de parenté avec un conjoint américain, eh bien, ce conjoint peut vous accompagner en France. Même chose pour les enfants qui auraient uniquement des passeports américains, par exemple, et qui voudraient rentrer, bien sûr, en France aussi. Il faudra être en mesure de prouver votre lien de filiation, que ce soit à travers un livret de famille, un passeport ou un acte de naissance, par exemple. Côté États-Unis, France-États-Unis, cette fois-ci, là, c'est un peu la même chose. Seulement les citoyens américains et les titulaires de carte verte, les résidents permanents américains, sont autorisés à venir aux États-Unis. Les visas diplomatiques aussi sont autorisés à faire le déplacement. Ce n'est pas le cas, pour l'instant en tout cas, de tous les autres visas, hein, les visas J, les visas E, les visas L, pratiquement tout de l'alphabet en quelque sorte, qui à ce jour, à ce stade en tout cas, ne sont toujours pas admis aux États-Unis. Je rappelle que bien sûr les conseils, les recommandations des autorités, c'est à ce stade d'éviter tout déplacement international pour éviter toute propagation du virus Emmanuel. Et alors, on publiera sur French Morning sans doute demain ou après-demain un article qui va récapituler toutes ces grandes questions qu'on se pose, mais on est là aussi pour y répondre. Alors, il y a Isabelle qui avait une question à nous poser. Isabelle, vous nous entendez? Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être là. Merci de nous donner votre témoignage ou votre question. Allez-y. Alors, je suis américaine, j'ai une double nationalité, américaine et française, et je voudrais savoir si je peux rentrer en France cet été avec mes deux filles qui ont aussi la double nationalité, et si je pourrais rentrer aux États-Unis sans souci. Et également, ma question est, enfin, elle ne se pose plus parce qu'apparemment, il n'y a plus de quarantaine, mais j'avais un stop à Paris, ou si je pouvais la faire à mon lieu de résidence chez mes parents à Nice. Alexis, tu veux Oui, tout à fait. Alors, comme vous êtes binational, effectivement, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aller en France et même revenir aux États-Unis, puisque vous avez la nationalité des deux pays. Vos enfants, votre fille, hein, je crois, Isabelle, vous disiez, peut vous accompagner aussi dès lors que vous êtes en mesure de prouver votre lien. Est-ce qu'elle a un passeport français par hasard ou, Oui, tous les deux ont un passeport français et un passeport américain. Oui, donc il y a aucun problème. Donc elles pourront vous accompagner. Très bien. Alors, Voilà. il faut quand même préciser que jusqu'à maintenant, et en ce moment, la position officielle des autorités françaises, c'est bien de dire qu'on décommande ou on ne recommande pas d'aller en France, sauf s'il y a un motif impératif, familial ou professionnel, tout simplement pour des vacances. Aujourd'hui, ça n'est pas recommandé. Ce qui évidemment complique les choses pour prendre ces décisions, c'est que d'abord, recommander, ça ne veut pas dire que c'est interdit. On a le droit, en tant que Français, de retourner en France dans tous les cas et dans toutes quelles que soient les circonstances. Et puis surtout, ces recommandations et puis les éventuelles limitations légales, eh bien, elles ont sans doute changé d'ici au début de l'été, d'ici au mois de juillet. Le ministre des Affaires étrangères a dit avant-hier que sans doute vers le 13 juin, 15 juin, il y aura des assouplissements à ces mesures, si en tout cas, évidemment, les conditions sanitaires continuent de s'améliorer. Donc, Isabelle, vous, dites-nous un peu qu'est-ce qui finalement fera la décision pour vous, sur quoi vous allez vous baser pour décider ou pas de retourner en France. Alors, je vais voir l'évolution un petit peu de ce coronavirus parce que, bien entendu, je ne voudrais pas contaminer mes parents en arrivant en France. Bien qu'ils aient un petit appartement détaché à leur maison, donc en fait, on pourrait très bien se mettre en quarantaine dans le petit appartement, avoir des repas chacun un bout de table à l'extérieur puisque c'est dans le sud. Mais je pense que pour l'instant, je n'ai pas encore réservé mes billets. Mes premiers billets ont été annulés par Norvégienne. Donc, je vais attendre de voir l'évolution quand même pour voir s'il y a un médicament qui est trouvé ou, enfin bref, l'évolution, parce qu'en France, ils ont réouvert. Donc, je vais voir aussi comment tout ça évolue, s'il y a des nouveaux clusters ou si tout se passe bien. Bien sûr. Merci beaucoup, Isabelle. On a Merci à vous. Guillaume qui est là, je crois. Oui, bonjour. Moi, Guillaume. je suis français et j'ai deux filles américaines. Donc, je voudrais peut-être rentrer en France cet été, mais est-ce que je peux revenir aux États-Unis avec un visa et mes deux filles américaines? Alexis.
Ça dépend de votre visa. Pour À elle. l'instant, ouais, pour l'instant, les frontières américaines sont fermées aux titulaires de visa. Donc, il semblerait que ça. Et vos filles, Et vos pardon, filles vos vos filles sont filles sont américaines? américaines? Tout à Ouais. fait. J'ai 2 Ouais, filles donc américaines. pour vous, il n'y a Oui, pas de donc là, problème. ouais, Si elles ont moins de 21 ans. Elles ont moins de 21 ans, oui. si elles sont mineures, oui. C'est D'accord. même 21 ans, je crois, là, C'est le cas de beaucoup de gens ici, on ne trouve pas l'information, donc merci pour cette Exactement, oui. Dans votre cas, alors il faut aussi là prendre des précautions, comme toujours quand on parle de ça, Oui, oui. ça peut changer. Il y a très peu de chances, même si il y avait des restrictions qui étaient plus fortes de la part des Américains, il y a très peu de chances pour qu'on interdise aux citoyens américains évidemment de revenir. Au pire, il pourrait y avoir des mises en place de quarantaine ici, mais le décalage qui fait que ça s'améliore plus vite en Europe qu'aux États-Unis semblerait quand même plaider dans le sens inverse pour l'instant. Mais en tout cas, évidemment, en tant que parent d'un citoyen américain, vous avez le droit de rentrer. C'est aussi le cas des conjoints. D'ailleurs, mais pour ce qu'on comprend jusqu'à maintenant, en revanche, quelqu'un qui serait pacsé ou quelqu'un qui serait simplement un concubin ne bénéficierait pas de cette exception côté américain, alors que c'est vrai dans l'autre sens. On laisse rentrer sur le territoire français des Américains qui seraient seulement concubins d'un ou d'une citoyenne française, et ça ne semble pas être le cas dans le sens France-États-Unis pour l'instant. Un grand merci. Merci beaucoup, Guillaume. Encore une fois, n'hésitez pas, rejoignez-nous, posez les questions, donnez-nous surtout vos idées, vos envies, vos difficultés aussi, hein, parce que pour beaucoup d'entre nous, c'est une respiration dans l'expatriation, ça fait partie de l'expatriation, ce retour parfois en France, ce retour estival en France, et aussi pour ceux qui ont des enfants, c'est aussi souvent le seul lien avec la famille française, le seul moyen parfois de garder la langue, et on va en parler tout à l'heure avec Marine. Mais pour parler des vacances et de ce qui se prépare ici, je voudrais aller vers Élise, donc à Los Angeles. Élise Goujon a donc créé cette entreprise qui s'appelle Destination Offroad. Vous organisez des visites guidées à New York, à Los Angeles, à Miami. Avant de parler de ce qu'on pourra faire cet été ou pas, je voudrais d'abord vous demander, évidemment, comme tous les gens qui travaillent dans le tourisme, c'est un peu compliqué en ce moment. Qu'est-ce qui se passe pour vous du point de vue du business? Merci de m'avoir invité en tout cas à parler ce matin pour moi, parce qu'il est 9h30, Ouais. avec ce beau panel. Effectivement, merci de poser la question. Comment on va? Nous, c'est très compliqué depuis l'annonce de la fermeture des frontières de l'administration Trump le 11 mars dernier. Nous, on accueille vraiment, notre principale cible, c'est les francophones qui viennent d'Europe, donc France, Belgique, Suisse, donc dans les 3 villes que vous avez citées aux États-Unis. Et le 11 mars, tout s'est arrêté du jour au lendemain, puisque tous les vols ont été annulés et toutes les vacances reportées pour la plupart, heureusement. Donc nous, d'un notre point de vue, nous, on est vraiment passé on a dégringolé à plus aucune visite. C'est-à-dire que là, on est dans le néant des visites, on peut le dire. Mais bon, c'était à prévoir au vu de la situation. C'est toujours très flou de la part des touristes, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais évidemment, les touristes, eux, sont toujours pas en mesure de savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir revenir visiter les États-Unis. Tant que les frontières ne sont pas réouvertes officiellement, nous, on est complètement encore dans le flou. Donc, personne ne fait de réservation, personne ne se projette pour venir de France. Ça, c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est pas forcément une situation évidente. On n'est pas les seuls dans ce cas. Mais voilà, comme vous disiez, il y a pas mal d'expats qui vont devoir un petit peu pivoter aussi leurs vacances d'été normalement prévues en France. Hein. On voit que plein de gens se posent des questions, donc on ne sait pas si on va pouvoir rentrer en France. Et je sens qu'il y a une envie des expatriés de finalement prendre aussi ces 2 mois peut-être où normalement on est en France pour découvrir autour de leur lieu de résidence. C'est quelque chose qu'ils font pas forcément l'été d'ailleurs, puisque en général les gens qui rentrent en France 2 mois rentrent tous les étés en France. Donc on essaye de prendre le parti de pouvoir aussi nous aider et accueillir les expats français dans les villes dans lesquelles on est et autour. On est en train de voir avec toutes les équipes dans les 3 villes ce
ce qu'on peut faire aujourd'hui et ce qu'on va pouvoir faire cet été. Parce que ce qui est en fait un peu compliqué, je trouve, de se projeter dans les vacances aux États-Unis aujourd'hui, c'est qu'il y a des règles et des lois différentes dans tous les États, dans tous les comtés et même dans les villes à l'intérieur des comtés. Si je prends l'exemple de la Floride où est Grégory, le comté de Miami-Dade, il y a des différences entre Miami et Miami Beach et ce qui va se passer sur le reste du comté. Donc, je trouve que c'est très compliqué, même pour nous qui sommes professionnels et donc on est toujours à l'affût des informations, c'est très compliqué de se retrouver, de savoir si les hôtels sont ouverts ou alors quand est-ce qu'ils vont réouvrir, est-ce que les plages sont ouvertes, est-ce que les jardins sont ouverts. Là, on est dans un moment un peu entre deux. Bon, le point positif, c'est qu'on tend quand même vers la réouverture. Globalement, aux US, on commence à se déconfiner, c'est quand même le point positif, surtout tout ce qui est activité extérieure. Merci. Alors, on va essayer d'être pratique aussi dans cette émission, de se donner des idées les uns les autres. C'est le but de la bande FM. On essaie d'échanger, de se parler, etc. Donc, si vous êtes chez vous et vous avez déjà des idées de choses à faire autour de vous, en disant des choses qui peuvent paraître relativement sûres à faire cet été, n'hésitez pas, partagez. Et puis, si vous avez des questions sur ces sujets-là aussi, n'hésitez pas à lever la main dans le Zoom. Si vous êtes sur le Facebook, vous pouvez laisser des commentaires dans le Facebook, mais c'est mieux de venir sur le Zoom pour pouvoir poser les questions. Je sais que vous êtes beaucoup là à laisser des commentaires sur Zoom. On va aller tout à l'heure vers Grégory et Anastasia pour essayer de voir ce qui se dit et ce qui se demande. Mais n'hésitez pas à venir nous parler et parler avec nous sur Zoom. C'est plus sympa. Élise, pour justement essayer de donner des idées un peu concrètes, précises de ce qu'il y aura à faire cet été. Alors, prenons par exemple Los Angeles, là où vous êtes en ce moment. Même si encore une fois, votre activité, c'est aussi New York, c'est aussi Miami, vous avez des guides dans ces trois villes. Je ne sais pas pourquoi je vous vois, Élise, tout à coup, mais voilà. D'habitude, on se tutoie, mais il n'y a pas de problème. On va continuer de se tutoyer. Qu'est-ce que tu commandes, qu'est-ce que tu recommandes finalement à Los Angeles? 2 ou 3 idées comme ça, des choses un peu sympas qu'on ne ferait pas si on n'était pas obligé de rester. Oui, exactement. Los Angeles, bon, l'avantage de Los Angeles aussi versus New York, par exemple, c'est que toute la partie outdoor, les activités extérieures sont hyper développées et il y a moins cette densité. Donc forcément, même si c'est une énorme ville gigantesque, tentaculaire, on est très très proche de la nature. Et la bonne nouvelle, c'est que la semaine dernière, il y a quelques jours, les plages sont réouvertes. En fait, ça y est. Donc à Los Angeles, on retourne à la plage. Typiquement, toutes les activités nautiques sont réouvertes, c'est-à-dire qu'on peut se baigner, on peut faire du paddle, on peut apprendre le surf. J'ai envie de dire que c'est un peu le truc à faire si on est obligé de rester cet été à LA. Il n'y a plus aucune raison de ne pas se mettre sur une planche et d'essayer de barboter dans l'eau. Et en plus, on va pouvoir le faire en français, parce qu'on a un super instructeur. Mais au-delà de ça, les randonnées sont réouvertes, donc c'est aussi l'occasion d'aller découvrir les dizaines et les milliers de chemins de randonnée qu'il y a partout autour de Los Angeles. Et quand je dis Los Angeles, je parle aussi du sud de la Californie. Hein. Il y en a énormément. Ce qui est réouvert et ce qui est intéressant et ce qui ne nous viendrait pas à l'esprit, très honnêtement, si on n'était pas quand même dans cet état de déconfinement progressif, c'est 2 choses. C'est les jardins botaniques qui ont pris le parti de réouvrir. Et c'est vrai qu'encore une fois, je pense qu'on a été tous confinés pendant plus de 2 mois pour certains. On a besoin de prendre l'air. Donc, c'est réouvert pour des très beaux jardins botaniques, par exemple, autour de Los Angeles. Je pense à celui de Palos Verdes notamment. Et en fait, ils prennent les réservations sur le site, ce qui permet de gérer l'affluence des personnes qui rentrent. Donc, c'est parfait. En termes de distance, il n'y a pas de problème puisqu'ils ne vont pas faire rentrer trop de gens. Donc, ils vont contrôler ça. Donc, il faut juste réserver et prendre le temps d'y aller. Et l'autre chose qu'on a vu arriver, vous l'avez peut-être aussi vu à New York, parce que c'est arrivé aussi à New York et à Miami aussi d'ailleurs, c'est quand même le retour des cinémas drive-in. Donc ça, c'est quand même, moi je crois que c'est le point positif de mon confinement, c'est de se refaire la scène de Grease là et de prendre sa voiture et d'aller se faire une petite toile dans sa voiture. Ça, c'est parfait pour l'ère Covid. Aucun risque, on ne sort pas de sa voiture, mais on a quand même cette sensation de regarder un film avec plein de gens autour. Ça, j'ai vu qu'ils allaient, il y en a un qui a réouvert à Riverside,
Ouais, et près à de New Los Angeles. C'est New un peu York à aussi, l'est. même Ouais. à New York City, il y a un endroit, un restaurant qui s'est transformé un peu comme ça. On en parle d'ailleurs dans un article pour ceux qui ne veulent pas attendre, qui n'ont pas encore envie ou pour qui c'est trop compliqué de penser à cet été et qui veulent penser à ce week-end. Eh ben, si vous êtes à New York, on a publié ce matin sur French Morning un article sur 4 idées de choses à faire en essayant de trouver des idées où il n'y aura pas trop de foule et pas trop de densité, puisque à New York, les plages rouvrent pour ce week-end dans New York et la région, à la fois Connecticut, New Jersey. Mais pour ce qui est de New York City, le maire, lui, interdit la baignade. Et puis sur Long Island, il y a beaucoup de communes qui interdisent, qui ont peur de voir des affluences trop importantes de New-Yorkais et qui donc réservent leurs plages simplement aux habitants locaux, aux résidents locaux. Mais on a trouvé plein d'autres idées, donc allez sur French Morning pour ça. Je voudrais aller vers Nelly Jacques, qui exerce le doux métier de coach de voyage. Ça fait rêver pas mal de monde. Donc, dites-nous d'abord, dis-nous ce que c'est, que fait un coach de voyage. Alors, un coach voyage, il accompagne le voyageur dans son projet de voyage, évidemment. Donc, on a des coachs voyage qui sont plus généralistes, qui vont aider le voyageur un peu plus sur l'aspect organisation, philosophie du voyage. Et on a des coachs qui sont spécialisés sur une destination en particulier. Donc, moi, c'est mon cas, je suis spécialisée sur les États-Unis. Et là, donc, on va avoir un accompagnement qui va être beaucoup plus personnel, beaucoup plus adapté au projet de voyage, puisque donc l'idée, c'est d'aider le voyageur à comprendre, à connaître au mieux la destination pour qu'il puisse organiser son voyage au mieux. Et donc, concrètement, ça passe par la plupart du temps des sessions de coaching en visio ou différents outils. L'idée, voilà, c'est de lui donner les clés et de lui fournir un accompagnement pas à pas pour qu'il puisse organiser au mieux son voyage en fonction de la destination. Super. Alors, tu connais bien les États-Unis puisque tu as Ouais. vécu, puis tu as écrit plusieurs livres, plusieurs guides petit futés, je crois, sur les Oui. États-Unis et sur plusieurs destinations. Donc, on va essayer encore une fois de donner des idées, de voir ce que tu appelles d'ailleurs le plan B des vacances d'été pour que Ouais, soit c'est ils tout à fait. avaient des destinations lointaines, pas forcément la France, qui s'avèrent compliquées, soit simplement ils voulaient aller en France et ont renoncé. Qu'est-ce qu'il y a à faire aux États-Unis qui va vraiment valoir le coup cet été? Alors, c'est pas les destinations, on n'est pas en train de dire que personne n'allait jamais en vacances aux États-Unis. Tous, et tous les Français et expats notamment, ont passé beaucoup de temps et passent beaucoup de temps aussi à découvrir les États-Unis, évidemment, mais il y a un contexte très particulier cette année avec des endroits qui seront fermés. Il n'est pas question de faire la tournée des festivals parce qu'il n'y en aura pas, des choses comme ça. Donc, quelles sont les idées, les pistes un peu que tu peux recommander aux auditeurs pour essayer d'imaginer des vacances originales post-confinement? Moi, je rejoins tout à fait Élise sur le fait que d'habitude, on ne prend pas forcément le temps de visiter sa région parce qu'on y vit, on se dit qu'on a le temps. Et finalement, voilà, l'été, c'est souvent synonyme de retour en France ou alors on en profite pour faire des voyages un peu plus exotiques, un peu plus dépaysants. Et donc, souvent, on ne prend pas trop le temps de visiter sa région. Et moi, je pense que c'est peut-être le point positif qu'on peut voir dans la situation, même si ce n'est pas facile de faire une croix sur ces projets de voyage, évidemment. Mais c'est aussi une bonne occasion pour visiter sa région, redécouvrir l'endroit où on vit. Et c'est aussi, je pense, une bonne idée pour tester une nouvelle forme de tourisme qui est le slow tourisme, qui est donc littéralement du voyage lent, donc qui est un dérivé du slow food. Donc l'idée, c'est de prendre le temps de profiter de la destination, des expériences, se recentrer sur le moment. Voilà. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est aussi venu avec le confinement. Les personnes ont un peu repensé leur façon de consommer et je pense que ça va vraiment avec la philosophie qu'on a pu avoir. Voilà. Après, je pense que donc il y a plein de possibilités, ça va dépendre de là où on vit, ça va dépendre de plein de paramètres, mais je pense que ce qu'il faut vraiment garder en tête, pour moi, le mot d'ordre, c'est la flexibilité. Je Alors, pense qu'il va…
Si on veut donner des exemples un peu concrets, admettons pour quelqu'un qui habite, c'est mon cas, à New York, Oui. qui a envie de partir en vacances sans prendre l'avion parce que Ouais. voilà, on n'est pas sûr, parce que prendre l'avion, on sait que maintenant il va falloir mettre des masques, mais est-ce que c'est suffisant, etc. Et puis tous les vols vont pas, les vols risquent d'être chers cet été parce qu'il y en aura moins. Ouais. Bref, admettons que je veuille partir donc à un endroit qui soit accessible en voiture de New York, avec cette idée de slow tourisme, de destination peut-être un peu différente. Quels seraient tes conseils? Il va y avoir vraiment plein de possibilités. C'est ça qui est génial. Donc, si on n'a que quelques jours, on peut juste aller dans les Catskills et se mettre au vert et profiter de la nature. Si on a un peu plus de temps, qu'on a envie de profiter de la côte, on peut mettre le cap au nord et on peut aller visiter la Nouvelle-Angleterre. Encore une fois, l'idée, ça va vraiment être de se tenir au courant de ce qui se passe, de l'ouverture des établissements, de l'évolution de la situation et d'éviter les endroits les plus fréquentés. Donc, par exemple, si on va en Nouvelle-Angleterre, on va éviter d'aller tous s'entasser au Cape Cod. C'est pas du tout ça l'idée, d'aller tous visiter la petite ville de pêcheurs super mignonne où on va d'habitude. L'idée, ça va être d'aller trouver des endroits un peu plus hors des sentiers battus, peut-être des petits parcs un peu plus en retrait, des endroits un peu moins connus. Par exemple, si on reste sur la Nouvelle-Angleterre, on a le parc d'Acadia qui est le seul parc national sur la côte est, donc qui peut être par exemple une belle alternative, mais qui a un parc qui peut être aussi du coup très prisé. Donc par exemple, si on va à Acadia, peut-être qu'on ne va pas tous aller à Bar Harbor, le village principal. Peut-être qu'on va prendre le bateau et qu'on va aller sur l'île de Ilovo qui est moins accessible. On va aller à la péninsule de Scoodic qui est aussi beaucoup moins fréquentée. Voilà, donc je pense que c'est vraiment, il faut garder en tête on peut faire plein de choses, mais il faut vraiment adapter en fonction de la situation. Et évidemment, au plus on cible des grands espaces qui sont moins connus et au plus on va pouvoir profiter tranquille sans prendre de risques. Je pense toujours dans la région autour de New York. On peut par exemple aller dans les Green Mountains, dans le Vermont ou dans les White Mountains. Il y a plein d'options. Ou on peut carrément descendre dans le sud, toujours pareil, aller dans les montagnes, dans les Appalaches, dans les Great Smoky, ou alors aller sur la côte, mais toujours essayer de sortir un peu des sentiers battus et éviter les foules. Et là, on va plutôt privilégier, par exemple, la Caroline du Nord et les Outer Banks. Voilà, je pense que l'idée, c'est vraiment de s'adapter et ça va être aussi dans le choix, évidemment, de sa façon de voyager. Donc, comme tu le disais, on va éviter l'avion, on va plutôt partir avec sa voiture ou avec une voiture de location. Idéalement, on essaie plutôt de privilégier les locations ou alors les logements en extérieur, le camping. On va éviter tous les lieux de passage et vraiment s'adapter, regarder l'état de la réouverture des parcs, des établissements, voilà. Parfait. Alors, on a beaucoup de questions sur Facebook qui concernent la possibilité de rentrer en France, les questions légales notamment, et puis la possibilité de revenir vers les États-Unis. On a même des gens qui nous demandent s'ils peuvent avoir l'email d'Alexis Buisson. Bien, voilà, on fait aussi dating en même temps. Je vous attends. Parler, hein. On est ouvert à tout. Je parle pour lui, mais on va publier, je vous l'ai dit, on va publier demain un article qui sera une sorte de foire aux questions sur les 20 questions très pratique que vous pouvez vous poser là-dessus. Mais je crois que Brigitte est là. Est-ce que vous nous entendez, Brigitte? Il faut unmuter. Elle ne nous entend pas pour l'instant. Alors voilà, je ne sais pas si on ne la retrouve pas, on va aller vers Alexis qui avait une question, je crois. Oui, une question de Jean-Baptiste qui se demande si c'est le bon moment pour faire un road trip aux États-Unis. Et il se demande aussi si il faut s'attendre à ce que les prix des voitures de location explosent. Alors, qui veut répondre à ça? Moi, je veux bien commencer déjà avec moi ce que j'ai vu en termes d'expérience là autour de nos villes. Moi, je suis persuadée que, comme je rejoins Nelly, c'est une très bonne idée de faire un road trip. Je pense qu'on a tous envie un peu d'éviter l'avion, même en domestique. Et puis voilà, c'est l'occasion de découvrir autour de notre résidence, on se rejoint là-dessus. Pour le prix de la location des voitures, moi j'ai pas vu de prix qui ont flambé.
Honnêtement, j'ai pas vu ça. J'ai eu plutôt des prix assez classiques pour l'instant. Mais bon, attention, est-ce que certains États vont pas aussi… enfin, la difficulté là aux États-Unis, ça va être de traverser les États. Si vous restez dans l'État dans lequel vous êtes, aucun problème évidemment, mais si vous commencez à changer d'État, il peut y avoir des règles, notamment par exemple, je reprends l'État de la Floride qui impose une quatorzaine dès qu'on arrive d'un État extérieur. Bon, qui est plutôt une quatorzaine où on le souhaite, hein, c'est pas en arrivant dans l'État, on se fait dans le premier hôtel qu'on trouve, mais il peut y avoir des questions de traverser les États. Donc ça, c'est difficile de répondre là, on est à peine fin mai. Ça va encore énormément bouger puisque les réouvertures des États arrivent au compte-gouttes, heure par heure, jour par jour. Donc il faut continuer de se tenir informé. Mais je pense que le road trip, c'est une super idée parce que ça rend aussi le voyage beaucoup plus flexible. Et c'est sûr que c'est ce dont on va avoir besoin cet été. Et juste pour revenir sur la partie hébergement, il y a pas mal d'hôtels qui commencent à réouvrir. Je me permets de partager l'expérience que j'ai au niveau d'un hôtel à Los Angeles. On m'a beaucoup parlé un petit peu de l'hôtellerie post-Covid, enfin en tout cas dans l'ère Covid. Ils vont mettre beaucoup de choses, beaucoup de mesures de précaution en place, notamment pour la plupart des hôtels, la prise de température à l'arrivée, évidemment, de tous les clients le matin, tous les employés, pardon, le matin et les clients lors du check-in. Il y a pas mal d'hôtels qui vont intégrer aussi un check-in sans contact. Donc là, sans avoir besoin de parler à qui que ce soit, ça va être une app sur son téléphone où on va pouvoir check-in, avoir par exemple un QR code et qui va permettre d'ouvrir la porte de sa chambre d'hôtel. Donc, il y a pas mal de choses mises en place au niveau hôtellerie, même si, encore une fois, par exemple, à New York, pour l'instant, aucune date, les hôtels, pour l'instant, ne sont pas du tout autorisés à réouvrir. Alors qu'à LA, ça y est, ça commence à réouvrir dès demain, avec des capacités limitées, évidemment, dans tous les espaces communs, port du masque obligatoire, mais les restaurants vont réouvrir, les pool decks. La piscine et les clubs de sport en Californie, pour vous dire, là, c'est pas autorisé encore. Donc, mais il y a des États où ça commence à aussi être autorisé. Donc, il faut aussi penser hôtel. Hein. Les hôtels vont réouvrir au compte-gouttes, j'espère, petit à petit cet été. Alors, Nastasia, je crois que tu avais une question sur le sujet des road trips. Oui, donc une question un peu personnelle. On essaie justement d'organiser un road trip avec mon mari. Et du coup, sur le coup, on s'est dit, ce serait bien d'aller en Caroline de Washington, d'aller en Caroline du Nord, en Louisiane. Et ensuite, on s'est dit que juillet et août, c'était pas forcément les meilleurs mois pour y aller. Donc, qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce qu'il vaut mieux aller dans le Nord ou voilà, les États un peu à voir en juillet, août quand il fait hyper chaud? Nelly, tu as… Ouais. Bon, moi, j'ai vécu plusieurs années en Caroline du Nord. J'ai subi les étés de Caroline du Nord. On s'habitue. Ce qui est difficile, c'est l'humidité quand on n'a pas l'habitude. Donc, c'est ça qui est le plus difficile tant que la chaleur. C'est cette humidité. Après, très honnêtement, ça se fait. C'est sûr que l'idéal, c'est… moi, j'ai toujours voyagé dans mon propre état en Caroline du Nord l'été. Après, c'est sûr que si on a la possibilité de privilégier un passage par les Smokies pour prendre un peu d'altitude et être un peu au frais, ou aller sur la côte où quand même avec l'air marin on respire mieux, c'est pas du tout inconcevable. Après, il faut faire attention quand on descend trop dans le sud, notamment à la Louisiane où là on a plus de risques de grosses pluies. Et en Caroline du Nord, Caroline du Sud, ça va encore. On a des pluies, de temps en temps un orage le soir, mais pas plus. Il fait très beau, ça pète, et puis après voilà. Donc sur la Louisiane, je pense que effectivement passer fin mai, début juin, c'est pas l'idéal, mais après un peu plus haut, c'est largement envisageable. Super. Alors évidemment, pour ceux qui ont des enfants, la grosse question de l'été, c'est qu'est-ce qu'on fait des enfants? Est-ce que, notamment pour les expats, pour les Français qui vivent ici aux États-Unis, une des habitudes, c'est éventuellement d'envoyer les enfants un peu plus longtemps en France, dans la famille, chez les grands-parents, etc. Donc là, c'est
compliqué, voire impossible. Et puis il y a les summer camps, qui sont une grande tradition américaine, évidemment, et qui là, pour la plupart, se ferment annoncent les fermetures les uns après les autres, même si ce n'est pas le cas partout exactement. Donc c'est pour ça qu'on a invité notamment Marine, Marine Havel, qui est, je vous disais, la présidente de Flamme USA, la fédération de ces programmes d'after school qui aident à maintenir le français et à apprendre le français. Marine, il y a l'habitude, la plupart des Flammes organisent des summer camps, des camps d'été pour leurs élèves. Qu'est-ce qui va se passer cette année pour ces camps? Pour l'instant, la très grande majorité des camps sont annulés déjà, ne serait-ce que parce que les lieux dans lesquels on fait habituellement nos camps ne peuvent plus nous accueillir, ou en tout cas anticiper cette impossibilité-là. Donc, on s'est très, très vite tourné vers des solutions virtuelles, surtout après cette excellente transition sur les plateformes numériques pour les cours eux-mêmes, les cours du samedi ou les cours en fin d'après-midi. Ça s'est très, très bien passé. On a eu des retours très positifs. On a même eu du coup des demandes de certains élèves et des parents pour qu'on continue les cours et qu'on continue même avec des formules encore plus ludiques adaptées à cet été. Donc la plupart des Flammes se sont déjà mobilisées et sont en train de préparer un super programme pour l'été. Donc on a plusieurs villes qui ont déjà des offres. Elles sont toutes déjà disponibles sur notre site web flammeusa.com. Je vous invite à y aller déjà aujourd'hui, puis régulièrement pour voir ce qui est déjà proposé et ce qui va être proposé dans les semaines qui viennent. Donc, on a beaucoup d'exemples dans la continuité du cours du samedi matin. Et puis des nouveaux clubs, des clubs qui se sont un petit peu inventés à la demande encore une fois des élèves et des parents. Qu'est-ce qu'on peut faire comme ça parce que les familles et les enfants sont devant leur écran depuis 2 mois, presque 3 mois maintenant, à faire l'école toute la journée et puis à se détendre ensuite devant l'écran à nouveau. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui sont en train de se dire « Oh là là !» ça va quand même être compliqué. Mais ce qui est marrant, ce qui est intéressant, c'est que vous avez inventé des nouvelles façons justement de faire des activités ludiques, intéressantes, certes devant l'écran, puisque là, on n'a pas le choix, mais qui soit autre chose que ce qu'on a vécu depuis 2 ou 3 mois avec l'école à la maison. Est-ce que vous avez deux, trois idées comme ça amusantes? Je ne sais pas pourquoi aussi, je me suis à nouveau mis à vous voyez Marine, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que les Flammes ont inventé d'amusant là, pour cet été? Alors écoute, on a un très joli exemple à Sacramento. Elle est en train de mettre en place des salles d'évasion, donc ce qu'on appelle habituellement ici les escape rooms, pour nos pré-ados et nos ados. Donc ça va être quelque chose à mon avis très très intéressant pour qu'ils s'évadent tout en restant à la maison, si jamais on est encore confiné ou s'il y a une deuxième vague, ou simplement parce que voilà, on est un petit peu obligé de faire avec les moyens du bord. Donc oui, des jolies histoires sur le thème de Mission Impossible en l'occurrence. Donc ça va être assez sympa. On va voir à Seattle Made in France qui va nous faire slammer. Donc pour tous les enfants, les ados surtout qui vont avoir envie d'explorer cette voie-là, des clubs de théâtre, des clubs. On va avoir un magnifique club ciné avec notre monsieur cinéma de Miami, le fameux Grégory Durieux qui va. Il y a plusieurs vies apparemment. Hein. Il a énormément de talent et des journées qui clairement doivent faire 48 heures parce qu'il fait énormément de choses. Donc voilà, on va pouvoir proposer de jolies choses à nos ados, les pré-ados. Et puis même pour les maternelles, on a vu des formats qui marchent très très bien. On commence à bien maîtriser maintenant, y compris pour les enfants maternels. Et donc il y aura des jolis moments à partager avec les copains pour garder les acquis, voire même pour progresser, continuer à progresser pour tous. Donc le tout dans la bonne humeur, dans la joie, et puis avec des personnes qui sont déjà formées, qui sont déjà expertes et du contenu pédagogique, parce qu'on va quand même continuer à apprendre le français, et puis surtout avec ce nouveau format qui est en ligne, qui est quand même bien particulier. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, pour moi, il n'est pas question de mettre les enfants devant Zoom cet été en camp, on a assez de Zoom, etc. etc. J'ai cru comprendre, le principe, ce n'est pas évidemment de les mettre toute la journée, c'est de proposer des activités qu'on choisit
D'ailleurs, l'intérêt de faire ça en ligne comme ça, c'est que même si je suis à New York, je peux participer à une activité qui est à Sacramento ou inversement, c'est ça, hein. Comment ça marche concrètement? Je répète, vous avez dit il y a une adresse pour trouver un site. On l'a mis sur le chat. Greg Redori l'a mis sur le chat. Là, vous pouvez le retrouver sur Zoom. On va aussi le mettre sur les commentaires Facebook. Comme ça, vous pourrez la voir et avoir tout le programme, l'éventail de l'offre des flammes. Mais il y a plein d'autres activités, plein d'autres organisations, hein. On ne fait pas que la promotion des programmes flammes ici. Il y a plein d'autres activités. L'avantage, évidemment, pour les flammes, c'est aussi de garder le français. Donc, dites-nous concrètement comment ça se passe sur ces activités. Je m'inscris, je fais 1 heure éventuellement. On va garder des formats courts parce qu'effectivement, les enfants ont besoin de pouvoir s'oxygéner un petit peu entre les sessions. Et puis surtout, il y aura des choses à préparer avant, après. Alors, s'ils sont suffisamment indépendants, suffisamment grands, ouf pour les parents. Mais par exemple, pour le club ciné avec Grégory, c'est vrai qu'il y aura des choses pour eux à faire avant en préparation, qui des affiches de films ou un synopsis, etc., etc. Donc, il y aura des choses à faire à la maison. Ils vont pouvoir du coup progresser en français. Certains vont devoir lire une histoire au préalable et puis comme ça, ils pourront discuter avec les copains pendant la session et sous la supervision d'une enseignante qui est déjà formée. Il y aura plein d'opportunités en fonction des besoins des parents et c'est surtout évidemment pour ceux qui n'ont pas vraiment le choix, qui n'ont pas d'autres possibilités pour maintenir le français parce que justement, ils ne pourront pas aller voir les grands-parents, les cousins, oncles et tantes cet été comme c'était d'habitude le cas ou parce qu'ils n'auront pas de camp d'été en français, en présentiel puisqu'on est tous en train de fermer les uns après les autres. Donc voilà, donc on a plein d'autres opportunités à San Francisco avec EFPA, à Washington aussi. Il y aura des cours de théâtre, musique, danse, enfin, il y a énormément de choses qui sont offertes. Donc on n'est pas forcément figés derrière l'écran. Les enfants ne le seront pas, ça c'est sûr. Donc ils bougeront, ils chanteront, simplement au lieu d'être dans la classe devant la maîtresse. Il y aura l'écran en fond et puis ils continueront à jouer avec leur enseignante. Alors dites-nous, rejoignez-nous sur le Zoom, là, levez la main pour nous dire un peu justement comment vous voyez les choses avec vos enfants. Est-ce que vous avez organisé les choses de votre côté? Est-ce que vous n'avez vraiment pas envie qu'ils soient devant l'écran ou pas? Il faut dire par exemple que parmi les choses qui se dessinent, hein, il y a des familles qui s'organisent, qui vont faire des sortes de gardes, entre guillemets, partagées avec… on se retrouve dans le jardin d'un tel, on se retrouve, voilà, et comme ça permet aussi de libérer les parents puisque ce confinement absolu est en train de se terminer. Donc, c'est un peu quelque chose de différent qui se mettra en place cet été. C'est plus, il va falloir organiser, c'est pas qu'on sera confiné chez soi, c'est que simplement l'offre en dehors de chez soi sera très limitée du fait effectivement de la fermeture de tous ces camps. Donc des gens ont décidé de se mettre ensemble, parfois de prendre une babysitter et simplement l'idée, si j'ai bien compris, hein, l'idée de ces programmes Flammes cet été, c'est d'offrir des activités qui peuvent être utilisées comme ça et compléter ce qu'on pourra faire par ailleurs et avoir des idées un peu originales parce que c'est parfois difficile, surtout avec les enfants un peu plus petits, voilà, d'avoir des journées complètes avec une offre suffisamment variée pour satisfaire ces enfants. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Pour revenir un peu aux vacances, on a Sandrine qui nous demande là sur le Zoom, Nelly et Élise, avez-vous des destinations plages sympas et off-track sur la côte de Caroline du Nord comme vous en parliez? Est-ce que soit Élise, soit Nelly avaient des idées comme ça de plage et hors des sentiers battus? Pour ma part, c'est vrai que j'aime bien conseiller les Outer Banks, qui sont donc une bande d'îles barrières absolument magnifiques. En général, on n'a pas de foule aux Outer Banks. C'est une destination qui est connue parce qu'elle est très belle, mais donc toutes les plages des Outer Banks peuvent être vraiment chouettes. On a aussi le sud des Outer Banks qui est encore moins connu autour de la petite ville de Beaufort. Donc là, par exemple, on peut prendre le bateau à Beaufort dans le centre historique et aller sur l'île de Cape Lookout. Il y a des chevaux sauvages. Pendant la traversée, on voit souvent des dauphins, des tortues. C'est absolument magique.
Et donc, on peut rester qu'à la journée ou je crois qu'on peut passer la nuit en camping. Mais donc, du coup, voilà, on est sur une accessibilité très, très limitée. C'est très sauvage, c'est absolument magnifique. Voilà. Après, on a aussi d'autres plages un peu moins typiques comme celle-ci, mais autour de Wilmington, Cure Beach, Carolina Beach. Voilà. Mais les Outer Banks, ça serait vraiment ma recommandation. Coup de cœur, c'est vraiment une destination magnifique qui est quand même assez hors des sentiers battus. Merci beaucoup Sandrine. Si vous voulez compléter ou poser d'autres questions, n'hésitez pas à lever la main, on vous donnera la parole. En attendant, il y a Brigitte qui elle est à New York. Brigitte. Bonjour. Comment je ne sais ça pas va? si vous m'entendez. Oui, très bien. Ah, ok. Ce que moi je voulais dire, c'est que j'ai un camp qui s'appelle Bleu, Blanc, Rouge depuis maintenant 8 ans. C'est la première été où on va être fermé. Donc, j'ai décidé de passer virtuel et je suis en train de m'associer avec d'autres camps de cuisine, de ballet. Là, j'ai eu un contact avec une école de Broadway Show qui organise des choses pour les enfants, pour les initier au chant, à la danse. Et on est en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, je suis parent et j'hésite à mettre mes enfants devant l'écran l'été. Je suis plus à essayer qu'elles soient tout le temps dehors, mais en même temps, je ne veux pas qu'elles perdent leur français, je ne veux pas qu'elles perdent. Donc, la ville de New York organise, je ne sais pas si vous savez, mais organise des classes de 3 heures pour réviser les maths, pour réviser l'anglais, pour réviser les matières. Les écoles catholiques aussi, ils ont organisé des camps d'été gratuits. J'ai appris aussi qu'il y avait d'autres écoles françaises qui offrent cet été les camps gratuits aux élèves. Mais j'aimerais que Bleu, Blanc, Rouge continue pour initier l'art avec du français, des choses drôles. Alors, c'est plus facile de faire de l'art recyclé dans un établissement. Maintenant, le faire en ligne, ça va être totalement nouveau pour moi et ça va être totalement nouveau pour les parents. En même temps, on a tous des boîtes de céréales, du papier toilette. Donc, pourquoi pas leur apprendre à eux aussi. Je pense que sur les petits, ça pourrait peut-être marcher. Des 104 ans, ils vont trouver ça drôle. Plus petits, je ne pense pas qu'on peut les garder plus de 30 minutes en Zoom. J'ai fait l'expérience avec une maman qui n'y arrivait pas. Et pendant 2 jours, j'ai fait une sorte de coaching à la famille pour leur apprendre comment faire 3 classes de Zoom de 30 minutes avec un 3 ans ou 4 ans. C'est très difficile. Et moi, maintenant, j'ai des enfants qui ont 12 ans et à chaque fois, je les inscris à un truc coding, faire des robots, et bien, ils n'en veulent pas. Donc, je ne sais pas, c'est nouveau pour tout le monde, c'est nouveau pour les parents. Moi, j'étais contre avant. J'avoue que mes élèves, ils sont toutes là. Je continue, j'ai même eu des élèves de Turquie maintenant pour leur apprendre à finir le CNED que les parents n'arrivent pas à faire. Donc maintenant, je fais du coaching je fais le CNED un peu dans le monde entier. Mais est-ce que la grande question, c'est est-ce que cet été, on veut que nos enfants soient devant l'écran? C'est ça le truc. Pour leurs yeux, pour leur mental. C'est pour ça que moi, j'ai pensé, c'est faire un camp de 3 heures tous les matins, parce qu'on est plus en forme le matin, et d'offrir des choses différentes chaque matin. C'est un peu ça. Alors, Marine, j'écoute toute suggestion. Parce que je suis une entrepreneur un peu toute seule, je n'ai plus de stagiaire, je n'ai plus personne pour m'aider, j'ai plus de IT, j'ai plus personne. Donc, j'écoute toute suggestion et pour faire que ça continue, quoi. Et oui. Merci, avec... Brigitte. Marine, c'est le type de questions que vous vous êtes posées, je suppose, avec les programmes Flamme pour essayer de trouver la bonne distance quoi, entre les Oui, dès le début. Même au moment où on est passé pour les cours en ligne, on se posait la question, le format, le nombre de participants, combien d'heures en fonction de l'âge. Tout ça, c'est des questions qu'on s'était posées au départ. Et puis, c'est vrai que maintenant, on a 2 mois d'expérience et on a de très, très beaux résultats. Et avec depuis la maternelle, c'est des groupes qui étaient forcément les plus
avec qui c'était le plus compliqué. Et on a de très, très, très beaux résultats avec des cours entiers qui se passent pendant 1 heure avec eux. Donc, c'est ce qui nous a poussés. Et c'est parce que les élèves eux-mêmes nous demandaient de continuer qu'on a créé ces clubs en virtuel, qu'on a même continué certains cours. Et donc, Brigitte, avec plaisir pour en discuter, pour éventuellement donner des astuces. On le fait très volontiers avec tous les enseignants FLAM USA, donc avec plaisir pour partager sur ce qui s'est passé, nos retours par rapport à cette transition en ligne, et puis en fonction des âges, ce qu'on préconise. Alors évidemment, on ne leur demande pas de rester toute la journée, tout l'été, devant un écran. Ça, c'est pas possible. Mais c'est vrai que pour aider notamment les parents qui travaillent toute la journée et qui ne peuvent pas forcément avoir une solution de garde facile, en tout cas pas en français, d'avoir comme ça une petite heure ou une petite demi-heure même pour les tout petits, mais tous les jours, ça va pouvoir aider un petit peu, ça va garder ce lien avec le français et en tout cas pas perdre les acquis qu'ils avaient pendant l'année. Donc c'est vraiment l'idée. Et 3 heures, c'est déjà très ambitieux finalement. Mais pour les grands, je pense que c'est faisable. S'il y en a un qui est vraiment passionné et qui a envie de continuer en français, c'est faisable aussi, très certainement. Merci. Je suis ravie de garder le contact avec vous. Vous m'envoyez un petit mail, contact sur flamusa.com. Okay. On va mettre les contacts de tout le monde, d'Élise, de Nelly et de Marine à la fois sur les commentaires Facebook et puis sur le Zoom, sur le chat du Zoom. Comme ça, tout le monde pourra vous contacter, vous poser des questions, etc. Si vous avez vous-même des bonnes idées ou si vous posez encore des questions, n'hésitez pas à lever la main sur le Zoom ou à nous faire signe dans les commentaires Facebook et puis à venir participer à la conversation avec nous. Ne soyez pas timides, on a besoin on est tous en train de se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est raisonnable ou pas de vouloir et d'insister pour rentrer en France? Est-ce qu'il y a au contraire plein de choses à faire ici et qu'on va en profiter pour le faire? N'hésitez pas à venir participer à cette émission, posez vos questions. C'est le moment. Nelly, j'avais envie de venir vers vous pour que vous nous donniez peut-être quelques autres idées. On a parlé de ce qu'on pouvait faire vers le nord-est, la Nouvelle-Angleterre, le Maine. Il y a plein de choses magnifiques à faire, évidemment. Ailleurs aux États-Unis, évidemment, une destination pour tout le monde, c'est forcément les grands parcs du Grand Ouest. Les parcs du Grand Ouest, l'été, c'est souvent un peu crowded. Il y a souvent un peu de monde. Cette année, sans doute un peu moins. Est-ce que vous diriez, c'est le moment d'y aller, au contraire, ou c'est un endroit à éviter cet été? Le micro, il faut l'enlever. Il faut mettre le micro, Nelly. C'est mieux, ça marche mieux. Je savais qu'à un moment donné, j'allais oublier de l'enlever. Oui, je pense que ça dépend vraiment des parcs. Je pense qu'on va éviter peut-être effectivement les parcs qui sont les plus proches. Par exemple, je pense à Grand Canyon, aux parcs qui sont les plus connus, les plus touristiques et les plus proches des grandes mégalopoles. Après, on a plein de parcs nationaux américains absolument magnifiques, dont certains qui sont hors des sentiers battus. Je pense par exemple à Badland National Park dans le Dakota du Sud. Il y a plein de parcs magnifiques, des nationaux ou des state parks ou d'autres ou des national parks aussi. On a plein de parcs absolument magnifiques et je pense que ça dépend vraiment où et quel parc. Et par exemple, je pense notamment au Colorado, qui est vraiment une destination que j'aime vraiment beaucoup et qui est vraiment une destination parfaite pour ça parce qu'elle rassemble beaucoup de parcs nationaux, pas forcément très connus, d'autres parcs beaucoup moins connus. Et c'est donc une destination nature parfaite avec des grands espaces. On n'est pas les uns sur les autres. Et voilà, donc je pense qu'il y a des régions et des parcs qui se prêtent plus à un voyage cet été que d'autres. Merci, Élise. Est-ce que alors toi, tu n'es pas très loin à LA, pas très loin des parcs. Est-ce que tu crois que c'est le moment d'y aller? Est-ce que cet été, ça sera un peu tôt? Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de parcs qui sont quand même fermés. Pour avoir regardé un peu, moi, j'ai surtout regardé la Californie, très honnêtement.
Donc, typiquement, Joshua Tree, qui est un superbe parc, mais dans un désert. Donc, ça, je le déconseille vraiment cet été, mais lui vient d'ouvrir le week-end dernier. Et Yosemite et Sequoia, qui sont quand même les 2 gros parcs aussi très connus en Californie, sont toujours fermés. Et il n'y a absolument pas de date de réouverture pour l'instant. Donc, je trouve que c'est dur déjà à dire, parce que est-ce que vraiment ces parcs vont ouvrir? Je pense à Yosemite qui en août est un enfer tellement il y a de monde. Honnêtement, moi, je ne suis pas très fan de ce parc en août, par exemple. Est-ce qu'il va rouvrir en août? Et s'il réouvre, est-ce que c'est vraiment le bon plan d'y aller? Je rejoins Nelly là-dessus. Il faut regarder les state parks moins connus. Peut-être qu'il faut un peu éviter là, le tour classique du Midwest ou le tour classique des parcs de la Californie et regarder peut-être Kings Canyon à côté, peut-être regarder les state parks. Moi, j'ai vu pas mal de state parks qui ouvraient, qui sont déjà réouverts et qui finalement sont beaucoup moins connus que les gros parcs nationaux, qui offrent quand même des paysages super. Bon, moi, je pense à Big Sur, que j'adore, sur la côte, là, entre SF et LA, qui a réouvert aussi, qui est un petit peu moins connu peut-être. Donc, voilà, ça, c'est un peu mon coup de cœur sur la côte. Alexis, est-ce qu'on a des questions sur Facebook ou ailleurs? On a une question de Marc qui pose une question de long terme en quelque sorte. Est-ce la fin du tourisme dans les villes? Est-ce qu'on va finalement renouer avec le tourisme dans la nature, les grands espaces, etc. Grande question. Élise, dont le métier, Oui. c'est de faire des visites Ouais. dans les villes. Dans les villes. Mais bon, moi, l'avantage que j'ai, c'est quand même nous, on fait des visites hors des sentiers battus dans les villes. Donc déjà, on a ce gros avantage, c'est-à-dire que globalement, nos visites sont quand même dans des coins assez peu fréquentés des villes. Donc là, nous, à très court terme, très honnêtement, donc, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas fait de visite évidemment depuis le début du confinement. On se prépare à réouvrir les visites. On espère début juillet, mi-juin peut-être, si on a un petit peut-être sur certaines villes, hein, peut-être LA qui a l'air de prendre un peu le dessus là par rapport à Miami et New York. Nous, dans les villes, on aimerait bien proposer des visites cet été, hein, dès l'été. On a réfléchi, évidemment, la sécurité de tous est primordiale. Il n'y a pas, la question ne se pose pas. Nous, on a un format qu'on fait beaucoup, qui est le format des visites privatives. Donc, en fait, on va proposer uniquement ce format-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de visites en petits groupes pour l'instant. Hein. Je pense que c'est assez évident, puisque un guide avec une seule famille, enfin, en tout cas, un groupe qui se connaît, hein, ça permet de déjà limiter, évidemment, les contacts avec des personnes extérieures. Moi, j'y crois, on y croit. On va mettre notre masque et on va respecter les distances de sécurité. Et comme nous, ce que je dis, c'est qu'on fait des visites quand même assez hors des sentiers battus. Je suis assez confiante sur le fait qu'on va sélectionner en fait pour les gens qui vont nous contacter. On a l'expérience. On sait quelle visite a plus de sens en cet été avec l'ère Covid, avec tout ce qu'on fait depuis 2 mois. Donc typiquement, à LA, des visites à Venice Beach, à Santa Monica, en vélo ou à pied, ça va pouvoir se faire sans problème. Là, mon petit loueur de vélo vient de réouvrir le week-end dernier, donc ça nous a donné du baume au cœur. Il désinfecte tous les vélos, donc il n'y a aucune raison que le virus se transmette de ce côté-là. Et puis, en Floride, c'est pareil, les visites à Wynwood, il n'y a aucun problème. On est à l'extérieur, on regarde les muraux, on admire le street art. Donc, on reprend du baume au cœur et on espère accueillir les expats du coup cet été, et on est content. Ça va être un peu différent d'accueillir les touristes et ça va être sympa. On a envie de renouer le contact. Et j'ose espérer que les gens ont quand même envie aussi de renouer le contact après 2 mois d'isolement ou après que des contacts virtuels en fait. Donc nous on est prêts à y retourner dès lors que légalement on aura le droit évidemment d'y retourner, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas là. À l'heure où je vous parle, mais en tout cas, on se prépare. Évidemment, ouais, ce qu'il faut garder à l'esprit pour cet été, c'est que les choses changent très vite, quoi. Donc, ce qui est la vérité d'aujourd'hui ne sera sûrement pas celle de juillet. On l'espère dans le bon sens, ce que tout le monde espère si les chiffres continuent de s'améliorer. Ils s'améliorent un peu partout aux États-Unis, à quelques rares endroits
près. Hein. On suit la même tendance avec quelques jours ou semaines de retard sur la France et sur l'Europe. Donc, les choses ont quand même tendance à s'améliorer de ce point de vue-là. Alors, sur Facebook, hein, on a quelques timides qui ne lèvent pas la main sur Zoom, mais qui nous donnent quand même des témoignages intéressants, qui nous disent, comme Eric par exemple, qui lui nous dit Finger Lakes, Adirondack, tout en restant dans l'État de New York, c'est ses projets. Franck, qui lui nous explique que la France n'est pas au programme cette année, qu'il envisage plutôt des week-ends prolongés dans l'Est des États-Unis et au Canada, en évitant les vols. Alors pour l'instant, le Canada, quand on est aux États-Unis, à l'heure où on se parle, ce n'est pas possible, c'est fermé dans les deux sens, en tout cas pour les gens qui veulent faire simplement du tourisme. Il y a des exceptions, le tourisme n'en fait pas partie. On espère là aussi que pour cet été, ça se sera amélioré. Évidemment, le Canada, le Québec, notamment pour ceux qui sont dans l'Est, est une destination extrêmement riche avec plein de choses à faire l'été, c'est assez facile au Québec et plus largement au Canada de respecter la distanciation sociale. Et si on a envie de le faire, évidemment, Montréal, qui est une destination habituelle de festival, là, tout a été annulé. Il n'est pas question d'y aller. Il n'y aura aucun festival pratiquement, en tout cas jusqu'à maintenant. Pour tout ce qui est début de l'été, tous les festivals ont été annulés. Voilà, donc beaucoup de questions, de témoignages qui nous sont arrivés. Merci à tous d'avoir pris le temps, d'avoir écouté. Ça sera disponible, hein, cette émission, comme toujours, à la fois en podcast. Vous pourrez la trouver sur French Morning, sur le Facebook Live. On va la mettre aussi sur notre chaîne YouTube French Morning et sur la chaîne YouTube Frenchly. Bref, vous ne pourrez pas y échapper. On sera là. Une dernière question. Est-ce qu'il y a un dernier témoignage? Quelqu'un a un regret? Non, rien. Alors, on va se quitter comme on a commencé parce que je sais qu'il y a déjà plein de gens qui ont demandé ça. Donc, je vais ne pas y échapper. Et oui, vous n'allez pas y échapper. C'est parti. Est-ce que tu viens pour les vacances? Je n'ai pas changé d'adresse. Pour le coup, on n'a vraiment pas changé d'adresse en plus. Et on n'a vraiment pas changé d'adresse. Merci à tous. Pour ceux qui sont trop jeunes pour savoir ce que c'est, regardez sur YouTube. C'est terrible. À bientôt. Merci à tous. Bientôt. À la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, hein, avant de vous quitter, je vais vous le dire quand même, on va parler, on va avoir un thème qui nous permettra de parler des initiatives de solidarité, de tout ce qu'on a fait, de ce qui a été lancé pour s'aider les uns les autres, à la fois aider les soignants, mais pas seulement. On aura des témoignages. Et si vous avez été engagé, si vous avez envie de vous engager, si vous avez des initiatives sur lesquelles vous souhaitez attirer l'attention de gens qui ont fait des choses formidables pendant ces 2 ou 3 derniers mois, n'hésitez pas, envoyez-nous un petit email pour participer ou pour faire participer d'autres. Ça sera le thème de la prochaine Bande FM le jeudi, 12h30, heure de New York, 9h30 sur la côte ouest. À très bientôt. Merci encore.